Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une review de Dragon Ball Multiverse. On continue tranquillement les reviews, on s'était laissé après le chapitre 3, chapitre plutôt intéressant. Et là donc j'attaque le chapitre 4 qui s'appelle Deux univers en pleine malchance. Donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour le chapitre. On s'était laissé à la fin du chapitre 3, rappelez-vous, avec un bout ultime qui nous apprenait que, souvenez-vous de ce bout, qu'il avait absorbé beaucoup de personnes que l'on connaît, et donc il était potentiellement très puissant. Et on nous disait le combat qui arrive entre Nail, donc le Namek que l'on connaît, qui a fusionné avec Piccolo bien entendu, et Rikum du Commando Gineux. Et c'est parti pour ce chapitre 4 de DBM. Hop là. Donc voilà la couverture du chapitre 4 qui est là, et donc qui s'intitule Deux univers en pleine malchance. Donc on ne sait pas trop quel univers, etc. On va voir dans le chapitre. Et on a quelque chose de plutôt malin sur cette couve. On voit, alors je vais pas lire toutes les phrases, mais on voit toutes les règles un peu de ce tournoi, qui a certaines règles spécifiques. Et donc c'est super intéressant et malin de la part de Salagir d'avoir mis ça sur une couverture, vous le lisez, et comme ça vous connaissez les règles sans forcément qu'on vous les donne une par une dans la suite du chapitre, ou dans la suite du tournoi tout simplement. Donc plutôt malin à ce niveau-là de la part de Salagir. Et on attaque avec une première page, donc on a dit c'était bien sûr Nail qu'on voit là contre Rikum, ce gros malin du Commando Gineux. Bien sûr fidèle à lui-même, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Quelques blagues de la part de Rikum, de Rikum, avec comme d'habitude sa pose spécifique, hein. Donc Nail qui hallucine un petit peu. Donc combat un petit peu fan service, hein. Clin d'œil bien sûr, parce que moi je me suis déjà posé la question. Nail c'est le plus puissant des Namek, hein, à l'époque de Namek, de Freezer, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'il aurait donné contre le Commando Gineux, parce qu'il était assez fort. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce combat là, et un Nail qui à l'époque, voilà, il restait protéger le chef des Namek. Donc voilà, c'était certainement un choix soit du chef soit de lui. Et donc là on a un combat contre Rikum, ça s'annonce intéressant, et on rentre direct dans le vif du sujet avec un Rikum en dernière case qui fonce sur son adversaire. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit, une page assez dynamique, hein. On voit un Nail, voilà, ça se joue d'esquive et de coups. Le fameux Rikum Kick en dernière case. Un Nail qui prend l'attaque de plein fouet. Il atterrit, et bien sûr un Rikum toujours un peu sûr de lui, hein, tu en veux encore, qui lui dit. Et Nail qui voilà, il est pas très blessé, il donne un peu toute sa puissance. Il en profite pour éclater sa puissance. On a un Rikum toujours avec son détecteur, hein. On rappelle qu'ils ne savent pas détecter les forces. Et il a l'air quand même un petit peu choqué par la puissance de ce Namek, hein, parce que c'est vrai que Freezer et les soldats de Freezer ont tendance à mépriser ce peuple très faible en théorie, mais c'est vrai que Nail c'est un vrai guerrier. Et on a un Nail, voilà, qui commence à vraiment donner là, il donne tout ce qu'il a avec des coups de poing. Rikum qui prend cher, qui n'arrive pas à riposter. Donc vraiment belle page, hein. Très dynamique, vraiment les personnages on les reconnaît bien, c'est très respectueux des personnages. Et on a voilà un Nail qui enchaîne encore avec une attaque, une boule de ki. Et voilà, on voit qu'il donne tout, il veut se débarrasser du soldat. Et on a un Rikum, regardez en avant-dernière case l'expression, il est surpris par la puissance du Namek. Et on voit sur la dernière case, hop, cette boule d'énergie, ce qui assez puissant de Nail, qui a beaucoup donné. Et bien sûr on a voilà certains personnages qui se moquent un peu. Là on a le roi Vegeta qui se moque avec un Kakaroto au fond, qui voilà, il voit bien que ce sont des adversaires qui sont pas à leur hauteur, mais voilà, ça reste intéressant à regarder. On a un Nail qui est surpris et un Rikum fidèle à lui-même, c'est-à-dire que bah voilà, il encaisse tout, hein, comme dans le manga d'origine. Il encaisse tout, il dit pas mal, c'était vraiment pas mal, et il en profite pour contre-attaquer avec une attaque mythique, Eraser Gun. Donc dans l'animé, je sais pas comment ils appelaient ça, ça devait être un nom chelou.
mais je crois que dans le manga c'est bien ça, Erasergun de Rikum. Et une attaque avec la bouche vraiment très bien rendue. Regardez en dernière case là, cet effet de profondeur là au niveau de. Bah, après moi je suis pas un pro dans la mise en scène, mais là c'est vraiment sympa. On a un Nail au premier plan, un Rikum qui lance son attaque un peu. On sent que c'est un ki, hein, c'est bien foutu. Donc vraiment très belle page. Et on a un Nail voilà, il perd son bras. Et il perd son bras souvent, c'est vrai que les Namek, voilà, ils sont un peu fragiles, etc. à ce niveau-là. On a un Rikum qui se moque, hein, aucune résistance, tu n'es pas différent des Namek qu'on a massacrés, donc il le cherche un petit peu. Ça énerve notre ami Nail qui riposte avec ses yeux. Une attaque stylée. Et ça va directement dans le torse de Rikum, on le voit en dernière case. Il se fait complètement transpercer le Rikum. Et voilà, il est surpris, mais on voit que son expression là en case 1, elle est vraiment cool. On voit que le mec il a pris cher, mais que voilà, il va continuer, il va rester debout enfin, malgré tout. On a un nail bien amoché, hein, voilà, bien égratigné, etc. Et voilà, il récupère un petit peu sa force, il récupère son bras. Il me semble que contre Freezer, il perdait le bras aussi, hein, donc peut-être petit clin d'œil aussi par rapport à ça. Et un Nail voilà, qui continue d'attaquer, il a encore de l'énergie contre ce Rikum qui est de plus en plus amoché. Donc encore une belle page, hein, vraiment dynamique, etc. Un Rikum voilà, qui est là et tout simplement qui se fait bien démonter contre peut-être toute attente. Enfin, c'est vrai que moi j'ai été surpris. On a un Nail, qu'est-ce qui se passe? Qui achève directement son adversaire. Et voilà, Nail le dit, je ne peux pas prendre de risque, je n'ai plus d'énergie. Il a tout donné pour battre Rikum et il a gagné le combat. Donc c'est vrai que voilà, Vegeta nous le dit dans la page d'après, c'est vrai que Nail aurait pu les aider à l'époque du commando Gineux parce qu'il était en réalité très puissant en fait, hein. Si on remet dans le contexte, etc. Donc voilà, petit clin d'œil, petit combat tout à fait sympathique, qui était assez dynamique, vraiment cool. Et là, on passe à quelque chose d'aussi intéressant et aussi, voilà, avec un petit peu de fanservice aussi, c'est Trunks, le Trunks que l'on connaît, le Trunks du futur, celui qu'on appelle Mirai Trunks, contre Cooler, donc Cooler ici, et donc le frère de Freezer, bien entendu. Et on a un Trunks, voilà, assez sûr de lui, qui lui-même le dit, le destin, le sens de l'humour, tu étais le seul de la famille que je n'avais pas tué. Et on a Freezer et Code là qui ont entendu cette phrase de la part d'un Saiyan, ça doit leur titiller les oreilles. Et bien sûr ils sont inquiets, ils se disent bah mince alors, avec des expressions vraiment bien foutues, sympas et rigolotes. Après c'est vrai que moi j'ai du mal avec quand je vois un Freezer un peu ridiculisé, ça me fait toujours un petit peu mal. Mais après c'est vrai qu'en théorie Freezer est beaucoup moins fort et donc forcément voilà, c'est logique de le voir flipper. Et on a regardé du coup en avant-dernière case, non, avant-avant-dernière, en pénultième peut-être. On a ce Trunks, regardez, en Super Saiyan, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien dessiné, avec les cheveux voilà, qui sont plus longs que le Trunks qu'on découvre au départ. Et vraiment un super choix, comme je le disais dans le chapitre 3 de design de Salagir. Vraiment ce Trunks il est magnifique avec ses cheveux un peu plus longs, etc. Voilà, moi ça me met des frissons, vraiment magnifique. Donc on voit en dernière case, bam bam paf 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 schlack. On imagine, au niveau de la mise en scène, on imagine voilà, que Kula se fait défoncer. Et effectivement c'est bien ça. On a un Kula qui lui dit attends c'est honteux, tu fais le fier mais tu n'es rien sans ton arme. Et voilà, on a ce Kula très coquin, très malin qui essaie un peu de manipuler son adversaire. Et il se transforme comme on connaît bien sûr, puisque les films dans DBM, je vous rappelle, sont pris en compte dans Dragon Ball GS. Les films sont canon, pas tous les films, hein, ils sont aussi réarrangés, on verra ça par la suite, pour rentrer dans l'histoire en fait. Et on a ce Kula qui se transforme aussi, magnifique transformation, il a vraiment la classe, très beau dessin. Il met son petit, en avant-dernière case, son petit hop, masque de protection. Et Trunks un peu surpris, hein, qui n'a pas connu ça à l'époque où il a tué Freezer. Il dégage beaucoup plus de puissance. On a un Kula voilà, qui récupère un petit peu de sa fierté, de son énergie, avec un grand coup de pied très beau aussi en case 2 là, regardez ça, magnifique au niveau des perspectives, etc. Un Kula voilà, qui tente un petit peu, qui envoie des ki. On a voilà, un Trunks fidèle à lui-même, on sait qu'avec ses mains il aime bien quand il fait son attaque là. Et là donc il se protège des ki, des boules de ki.
Et on a un Kula qui se pose la question, qu'est-ce qui se passe si j'envoie un petit peu des boules de feu de partout? Comment ça se passe? Comment, au niveau du public, est-ce que le public est protégé? Est-ce qu'on peut attaquer directement les autres univers? Et on voit que, voilà, donc c'est ce qu'il fait, il envoie des kills sur l'arène, et on voit que effectivement les autres univers, les autres parties, là, voilà, là où sont les autres combattants, ne sont pas protégés, ils peuvent prendre carrément des dommages. Et au niveau du public, on ne sait pas ce qu'il se passe, et en fait, on le voit la page qui suit, le public est protégé. Le public est protégé, Trunks est surpris et certainement rassuré. Et on a ce petit Kula, ce gros malin de Kula, toujours fidèle un peu comme son frère, hein, très fourbe, qui en fait a fait exprès. Voilà, c'était une stratégie pour distraire Trunks, qui en profite pour voler son épée et lui mettre un coup par derrière. Donc tout était calculé, c'est vraiment respecté par rapport au personnage. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez au niveau de cette case, on a un Trunks voilà, qui bloque son épée tout simplement parce qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Et on a un petit peu voilà, un blocage d'épée un petit peu lors de la rencontre de Goku et de Trunks, hein, leur première rencontre quand Sangoku bloque avec un seul doigt l'épée. Donc je pense que c'est aussi un clin d'œil à ce niveau-là. Et voilà, un Trunks qui sourit un petit peu et lui dit voilà, tu aurais essayé toutes les fourberies. Effectivement, c'est vrai que voilà. Mais voilà, Kula ne peut pas résister, voilà, Trunks est trop puissant. On voit qu'ils n'ont pas forcément donc progressé pour l'instant. Donc les démons du froid, hein, Freezer, Cooler, Cold, pour l'instant, on se dit qu'ils n'ont pas vraiment progressé dans leur univers, qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes, hein, ils s'entraînent pas forcément, hein. C'est des gens qui sont très sûrs d'eux. Il y a un Trunks toujours aussi classe, voilà, qui ne prend même pas la peine de tuer son adversaire, c'est ce qu'il dit, vous ne valez même pas la peine d'être tué. Plutôt respecté par rapport au personnage, même si voilà, dans le manga il a pas hésité, etc., à tuer Freezer et Cold, sans se poser de questions, mais là, on est dans un tournoi, etc., c'est tout à fait logique. Et Trunks qui gagne, et qu'on verra dans la suite du tournoi, pourquoi pas un Trunks, on peut imaginer un Trunks contre Vegeta, le père contre le fils, etc., on verra ça par la suite. Et on a un nouveau combat qui va se lancer entre eux, on le voit dans la dernière case, donc le roi Vegeta de l'univers 10 contre Vegeta de l'univers 18. Donc je rappelle, l'univers 18 c'est l'univers que l'on connaît nous, avec nos héros, notre Vegeta à nous, de la timeline Dragon Ball que l'on connaît. On a un Vegeta qui se dit tiens, intéressant de tomber contre un de mes alter ego. Et voilà, on a Gohan qui dit est-ce que parce qu'on parle du roi Vegeta, et donc on a Gohan qui lui dit est-ce que ça t'ennuie de te battre contre ton père? Et en fait non, parce que c'est une version alternative de Vegeta, ce n'est pas le père de Vegeta, c'est Vegeta lui-même qui arrive sur l'arène. Et on a voilà, un roi Vegeta voilà, un petit peu à l'ancienne, un petit peu ce que serait devenu Vegeta s'il n'avait pas connu Freezer, s'il n'avait pas connu la Terre, etc. Donc il serait devenu roi tout simplement. Donc très intéressant de voir ce personnage. On voit qu'il a une barbe, un petit peu comme son père, etc. Et il pose la question à notre Vegeta qu'on connaît, qu'as-tu fait de ton titre? Et Vegeta lui répond, voilà, chez moi je n'ai personne sur qui régner, etc. On a le roi qui se lance et qui se fait voilà, rapidement maîtriser. Donc on a un Vegeta U18 qui nous dit voilà, c'est incroyable cette faiblesse, en fin de compte je dois remercier Freezer, parce que grâce à lui c'est devenu un grand guerrier au final. Donc c'est plutôt sympa au niveau de la cohérence de la chose. Donc vraiment sympa, regardez en case 1 ce Vegeta qui a vraiment la classe, qui est un petit peu filmé en contre-plongée. Et on a son alter ego, le roi, qui bataille. Voilà, on voit qu'il galère au niveau de son expression, de ses yeux. Tu n'es rien, Vegeta lui dit tu n'es rien, sinon un fantôme de ce que je serais si j'étais resté sur une pitoyable planète portant mon nom. Génial ce dialogue, vraiment, vraiment super cool. Et il dit voilà, Vegeta qu'il a trouvé la sérénité sur Terre. Donc on a Vegeta dans la continuité de la période Boo, quand il déclare un peu son amour à Goku, voilà. Et voilà, il sait qu'il est serein, il est père de famille, il est heureux comme ça, même s'il a toujours son caractère.
Et on a un roi Vegeta qui se relève quand même et qu'on voilà, on voit tout de suite hein, pour les plus connaisseurs qui lance une boule. Et là on a du coup le père de Vegeta, le roi initial qui dit à son peuple, donc c'est l'univers 10, hein, c'est ça. Donc ces espèces de saiyans primitifs. Attention, on ne tiendra pas tous dans l'arène parce que effectivement c'est une boule qui permet de se transformer en Ozaru. Donc le roi Vegeta, sa petite technique secrète, hein. Il fait, voilà, il fait sa boule. On a nos Saiyans, donc l'univers des Super Saiyans ici en case 4, voilà, qui se protège, qui se cache. Et le roi Vegeta qui se transforme en Ozaru. Regardez au niveau des 3 dernières cases, on voit la transformation s'effectuer. C'est vraiment très très beau, très très respectueux. Des vraiment magnifiques dessins de la part de Gogeta Junior. Et voilà, on a un petit Ozaru hein, qui est là. Ça fait plaisir de le revoir un petit peu. Ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu dans Dragon Ball Z. Et donc c'est cool. Et bon bah Vegeta bien sûr, lui il a même pas besoin de se transformer en Super Saiyan. Un petit coup de pied, hop, l'Ozaru, regardez l'expression de l'Ozaru, vraiment magnifique là en avant-dernière case. La plaisanterie a assez duré. Vegeta voilà qui lance une boule de ki, hop, au niveau mise en scène aussi c'est très réussi. Regardez en deuxième case, on voit l'arène toute petite, ça va très très haut. Et cet Ozaru qui est propulsé en l'air. Et voilà, donc Vegeta, que l'on connaît, celui de l'univers 18 qui est vainqueur facilement contre son alter ego qui était finalement très très faible. Et voilà, on a les Saiyans voilà, qui se dit on a perdu, mais comment est-ce possible ce peuple, ce fier peuple Saiyan. Et on a cette fois par contre un nouveau combat entre l'univers 10 et l'univers 18. Donc effectivement, c'est la deuxième fois que ça tombe. Et on a un Bardock, regardez ce Bardock un petit peu primitif, on le voit en case 2, on le reconnaît à sa cicatrice. Ce Bardock primitif qui tombe contre une pan de l'univers 18. Donc voilà, c'est génial, enfin au niveau un petit peu, voilà, ça reste du fanservice, etc. Mais un Bardock, donc le père de Goku, qui tombe contre Pan, la petite fille de Sangoku, absolument génial, donc son arrière-grand-père, hein, tout à fait. Et elle lui dit, voilà, en avant-dernière case, tu es mon arrière-grand-père. Bon, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Goku, donc effectivement, elle ne peut pas se tromper. On a voilà les saiyans primitifs là voilà, on a un Vegeta là qui dit qu'il a perdu et c'est rigolo parce qu'il y a un des saiyans qui lui dit vous avez perdu contre vous-même donc voilà, votre honneur est quand même sauf en fait. Donc c'est vrai que c'est pas con, c'est rigolo. Et on a voilà donc le combat qui reprend. Et donc Bardock contre du Pan, donc c'est la Pan de l'univers 18, hein, vous savez avec son bâton, elle a un petit peu l'héritage de Son Goku, de son grand-père, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir. S'il doit y avoir une suite par exemple à Dragon Ball Super, elle veut lui faire un câlin, voilà c'est un peu rigolo, mais il y en a, voilà les Saiyans sont un petit peu choqués, mais bon ça reste, voilà c'est pour rire. Et finalement une Pan qui attaque avec son bâton magique. Et donc là, voilà, attaque mythique de Goku. On sent qu'elle a l'héritage avec pierre, ciseaux, papier. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle en japonais dans la Perfect Edition. Mais voilà, une Pan qui fait honneur à son grand-père Son Goku. Et on a un Bardock voilà, qui est un petit peu. Il peut pas résister. Voilà, ses saiyans primitifs sont trop faibles. Il abandonne. Et on a donc le roi Vegeta de cet univers, l'univers 10, hein, qui décide de partir. Voilà, ils sont trop faibles. Ils ne pourront pas résister face aux Super Saiyans et aux différents combattants de Dragon Ball Multiverse du tournoi. Et ça finit comme ça. Donc un chapitre voilà, assez intéressant. Donc on a les deux univers en pleine malchance, c'était l'univers 10 et l'univers 18. Et donc un chapitre plein de clins d'œil, des combats intéressants. C'était pas voilà des combats super longs, mais aussi voilà, on est sur une BD amateur, donc voilà, Salagir peut pas se permettre de faire des combats de 45 pages entre un Nail et un Rikum. Mais au niveau mise en scène, je trouve que ça marche. Ça marche, c'est beau à voir, c'est bien dessiné, c'est intéressant, c'est plein de clins d'œil. Ça répond un peu à des questions qu'on a pu se poser en tant que fan. Est-ce que Rikum aurait perdu contre Nail si Nail avait été là, etc. Donc plutôt cool. Vraiment, vraiment toujours prometteur aussi pour la suite.
Donc très bon chapitre 4. Et donc on va se laisser là, je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire et éventuellement regarder les anciennes vidéos sur les anciennes reviews de chapitres. Donc je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à donner votre avis sur Dragon Ball Multiverse si ça vous plaît, à aller lire la BD bien sûr en ligne sur le site. Voilà, si vous ne connaissez pas, ce qui me semble complètement fou si vous êtes fan de Dragon Ball. Donc vraiment un très bon chapitre. Je mettrai la note de 8. 8 pour ce chapitre, très beau dessin, très beau scénario, très bonne mise en scène, des dialogues vraiment sympas, rien à redire, et très prometteur bien sûr pour la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et n'oubliez pas, je vous mets un petit lien de téléchargement dans la description avec voilà, donc le chapitre avec toutes les pages couleurs que j'ai pu récolter un peu sur le net, de tous les coloristes amateurs qui ont essayé de colorer un petit peu ces chapitres. Et je vous dis bien sûr à la prochaine, merci.